De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité historien Hamzat Boukari ainsi que nos éditorialistes Jemal Taleb et Samuel Gembok sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Togo, 10 ans que le président Faure Gnassingbé est au pouvoir. Il est encore candidat pour le scrutin présidentiel qui doit se tenir ce 25 avril. Alors, que peut-on retenir de ces 10 années de mandat sur cette question? Les avis divergent. Reportage d'Emema Kofi. Le 24 février 2005, le président Faure Gnassingbé est candidat pour la première fois à la présidentielle au Togo. Son projet de société se résumait en 20 principaux points. L'actuel président de la République togolaise avait entre autres promis de doubler en 5 ans le budget de la santé, d'œuvrer pour la prise en charge des urgences et des personnes vulnérables, de procéder à l'aménagement de 1000 terrains de jeu, de promouvoir la réconciliation nationale. Le président Faure Gnassingbé a également fait le vœu de faire attribuer par le biais du ministère de la Santé des bourses présidentielles d'excellence, de poursuivre le développement et la décentralisation et de rester ouvert au dialogue social en donnant une place prépondérante à la société civile. 10 ans après, tous les projets n'ont pas pu être réalisés, mais certains paris ont été tout de même gagnés. Inéluctablement, vu l'état dans lequel le pays se trouvait en 2005, quand le président Faure Gnassingbé est arrivé, s'il y a quelque chose qu'il faut saluer, c'est le fait que la paix sociale a été préservée. Maintenant, je pense aussi que sur le plan du renforcement de l'employabilité des jeunes, un programme comme le Provonat, le programme de volontariat national, a permis à des milliers, j'allais dire, de jeunes, justement, de trouver l'opportunité d'avoir de l'expérience professionnelle. Un dernier domaine où je pense aussi que quelque chose de bien a été fait sous le président Faure Gnassingbé, c'est l'assurance maladie en faveur des fonctionnaires. La volonté du chef de l'État Faure Gnassingbé d'œuvrer pour un dialogue national est aussi considérée par d'autres comme un succès. Ce succès réside dans la signature de l'accord politique global le 20 août 2006. L'APG prévoit des réformes constitutionnelles et institutionnelles au nombre desquelles la limitation du mandat présidentiel. Selon un sondage qui a été publié par un institut la dernière fois, il y a plus de 80% de Togolais qui souhaitent qu'il y ait une limitation du mandat présidentiel, parce que ça correspond aussi à une dynamique, pas forcément sous-régionale comme vous l'avez dit, mais internationale, d'où l'importance donc à un moment donné d'opérer ces réformes. Il y a eu des tentatives d'opérer ces réformes-là, puisque y compris la majorité au pouvoir était sur cette dynamique. Le pays garde aussi en mémoire l'accord signé le 26 mai 2010 entre le parti au pouvoir RPT, actuel UNIR, avec celui qui était à cette époque le principal parti de l'opposition, Gilles Christo Limpio, leader de l'UFC. Cet accord était revenu sur l'APG afin de consolider la démocratie au Togo. L'actuel chef de l'État togolais a aussi à son actif la mise en place de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, en février 2009. La fin du mandat de la CVJR a été sanctionnée par un rapport final remis solennellement au président Faure Gnassingbé. Ce rapport contient 68 recommandations allant de la liberté d'expression et protection des groupes sociaux à la lutte contre l'impunité. Nous avons comme l'impression que le gouvernement gagne du temps sans s'attaquer aux vrais problèmes. Déjà en 2005, des victimes ont été observées et des victimes ont déposé des plaintes auprès des tribunaux. Jusqu'au moment où je vous parle, ces plaintes n'ont jamais été instruites. Un autre domaine où l'impunité a été observée, c'est que des actes de torture ont été signalés durant le mandat du président Faure Gnassingbé. Et on s'attendait au minimum à ce que les auteurs de ces actes-là soient punis. Ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Pire, dans certains cas, ces auteurs ont connu des promotions. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a clairement dit que la détention de quelqu'un comme Pacha Gnassingbé est arbitraire, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, dans le domaine de la lutte contre l'impunité, je pense que le chef de l'État n'a pas gagné son pari. Au plan social, peu d'actions ont été accomplies. On peut citer la réhabilitation des grands marchés de Lomé et de Kara, victimes d'incendie en 2013. Il faut dire que le bilan social du président togolais semble être aujourd'hui édulcoré par les multiples revendications syndicales, surtout dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le Togo fait l'exception de la sous-région. C'est le pays qui n'a pas eu de mesures d'accompagnement et c'est le pays où malheureusement le pouvoir d'achat est en berne. Notre pays, depuis plus d'une génération, a été rythmé par la vie politique. Et malheureusement, la plupart des acteurs ont oublié que les gens devraient vivre
et n'ont pas pu solutionner les problèmes d'ordre sociaux et syndicaux. Donc aujourd'hui, les travailleurs togolais et les Togolais en général sont fatigués de ne vivre que par la politique. L'on ne saurait faire le bilan des 10 ans de mandat du président Faure Gnassingbé sans évoquer la rénovation des infrastructures routières, aussi bien dans la capitale Lomé qu'à l'intérieur du Togo. Il s'agit d'un volet du projet Purise, projet d'urgence et de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, entamé depuis le 1er septembre 2009. Il s'achèvera le 31 décembre 2015. Au registre économie, on note essentiellement l'inauguration du 3e quai du port autonome de Lomé le 14 octobre 2014. Des navires de capacité de plus de 4500 conteneurs pourront être accueillis sur ce quai. Objectif, traiter jusqu'à 1,2 million de conteneurs par an. Nous sommes satisfaits du travail, des travaux qu'il a fait au cours de ces 10 ans. Mais comme tout le monde, on veut toutefois une alternance, comme dans tous les pays. Ces derniers temps, il y a des grèves continues. S'ils pourraient faire son mieux pour pouvoir apaiser ces tensions. À la veille d'une nouvelle élection présidentielle, la majorité de la population togolaise n'a pas le sourire aux lèvres. Les impacts des progrès économiques tardent à se répercuter sur elle. Quant aux travailleurs, ils rêvent d'une vie meilleure. Nous rêvons d'un pays où nous pouvons vivre du travail que nous faisons. Nous pouvons nous soigner du travail que nous faisons. Nous pouvons envoyer nos enfants dans les grandes écoles par rapport au salaire que nous obtenons. Et nous pouvons donc, par ce salaire-là, faire en sorte que toutes les autres couches de la société togolaise, les commerçants, les conducteurs de taxi-moto, de taxi, bref, tous les Togolais des secteurs privés et informels puissent être heureux d'être dans un pays où on considère le travail et où l'être humain est valorisé et où l'être humain est considéré par rapport à sa dignité et dans un bien-être. Pour l'heure, le gouvernement actuel s'investit surtout dans des projets économiques à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cette stratégie a pour finalité de faire du Togo un pays émergent d'ici 2030. Au vu du climat sociopolitique actuel que traverse le Togo, 2 priorités s'imposent au chef de l'État Faure Gnassingbé, celle de régler la question des travailleurs mécontents et de procéder aux réformes constitutionnelles contenues dans l'accord politique global. Pour la société civile, le président sortant Faure Gnassingbé doit mettre en priorité ces 2 chantiers. C'est alors qu'il pourra davantage gagner la confiance des Togolais pour un nouveau bail de 5 ans au Palais de la République au soir du 25 avril 2015. Alors, M. Boukari, on parle d'un bilan mitigé pour le président Faure Gnassingbé, des efforts consentis en termes d'infrastructures, infrastructures routières, port de Lomé, on l'a vu dans le reportage, mais peut-être des carences en termes de droits socio-économiques. Oui, effectivement, du point de vue de la situation socio-économique, je crois que la situation des Togolais ne s'est malheureusement pas énormément améliorée depuis un certain nombre d'années. Il y a un mécontentement social qui a été exprimé de manière modérée dans le documentaire. Je crois qu'également il y a une faillite aujourd'hui de l'élite politique qui est de plus en plus perçue, j'ai l'impression, comme une forme d'oligarchie qui fonctionne en cercle concentrique, à réellement s'attaquer aux problèmes de la population. Et on voit que les élections seront principalement un jeu partisan entre une opposition qui malheureusement a perdu toutes les élections depuis très longtemps et qui du coup emmagasine certaines frustrations qui peut donner lieu à des débordements politiques, et un parti au pouvoir qui contrôle tous les leviers du système qui est en place depuis très longtemps dans la continuité historique de son père, donc Faure, qui devrait donc se représenter malgré qu'il n'ait pas réalisé donc toutes les réformes constitutionnelles qu'on lui demandait de faire. Donc il y a quand même une situation effectivement d'un point de vue sociopolitique qui est extrêmement délicate. Et derrière cela, on a effectivement une société civile qui est en train d'être plus ou moins instrumentalisée par le pouvoir, tout en sachant que cette société civile est censée être apolitique, mais dans un contexte comme celui du Togo, elle ne peut être que partisane et donc elle doit nécessairement choisir son camp. Gemal, que retenez-vous de ces 10 ans au pouvoir du président Faure Gnassingbé ? Qu'il est jeune, qu'il est fort, qu'il a calmé une situation politique chaotique. Son arrivée au pouvoir n'était pas gagnée. Elle a donné lieu à des émeutes assez importantes, à une mise au banc du pays par la communauté donc des États européens et américains, à une situation donc
sécuritaire pas tout à fait gagné. Et donc, au bout du premier mandat, il a incontestablement réussi à calmer cette situation-là. C'est-à-dire que nous avons une vie politique à peu près normale. Alors, un bon routier de la vie politique qu'il est devenu, parce qu'il ne l'était pas au départ, il a réussi donc à émietter l'opposition qui était en face de lui, à l'appauvrir, en tout cas électoralement parlant, et donc à arracher un leadership qui ne lui était évidemment pas acquis au départ. C'est-à-dire que dans la famille Gnassingbé, il n'était pas le seul, il y avait son frère, Pacha, qui est aujourd'hui en prison, il y avait donc l'entourage du père, qui lui était dans une situation plutôt pas forcément de prendre fort Gnassingbé, et donc au bout de 10 ans, il est sorti lui-même vainqueur de cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est jeune, il est fort, il s'est imposé. La deuxième situation maintenant, c'est la situation économique. Ce que vous dites est en partie, en tout cas de mon côté, juste. Je pense que vous dépeignez une situation de façon excessive. Pourquoi? Parce que là où on attendait d'abord Faure Gnassingbé, c'est de calmer le jeu politique. Il est arrivé. De donner une stabilité et un avenir aux Togolais, il l'a fait. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de grands travaux. Il n'y a pas, donc, dans le bilan de Faure Gnassingbé, une situation à la Napoléon où on dit, voilà, les grands travaux ont été faits. Mais on ne peut pas dire que rien n'est fait. 1, les infrastructures routières sont bonnes. 2, le terminal donc, du port a été fait dans les situations difficiles qu'on connaît, et donc il a réussi et il va incontestablement... Ça, personne ne lui enlève, hein. Voilà. C'est réussite dans les gros chantiers. C'est-à-dire que cette situation-là est réelle. Après, le Togo vit une situation que beaucoup d'autres pays comme lui vivent. Une croissance réelle et soutenue qui ne résout pas tellement le problème de la pauvreté, et un investissement assez important dans les grands travaux, ou en tout cas dans les travaux importants, qui n'est pas tellement générateur de beaucoup d'emplois. Donc le chômage est toujours très élevé. L'équation, elle est connue, c'est-à-dire que la croissance, elle est bonne, elle est soutenue, mais on vient de loin, et donc il faut qu'elle soit à 2 chiffres pour qu'elle crée beaucoup de richesses, et donc il y ait moins de pauvreté. La deuxième situation, c'est qu'il faut que l'investissement soit à un niveau tellement important, et pas seulement dans les infrastructures, mais plutôt dans la création de la richesse et de l'emploi, pour que cela donc donne une conséquence réelle à la situation du pays. Le troisième mandat pour lui, là encore, voilà un pays qui n'a pas de problème de limitation de mandat, c'est-à-dire qu'on peut se présenter autant qu'il veut, et donc, encore une fois, je n'ai pas de conseil à donner à l'opposition, mais le conseil de lui donner, c'est de travailler pour que, justement, il soit en situation d'être battu aux élections, et c'est cela, de mon point de vue, qui va avancer donc la démocratie. Mais enfin, pour revenir à son bilan, voilà, il est à demi-teinte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il est catastrophique, on peut considérer évidemment qu'il manque cette dimension que son père d'ailleurs avait, nonobstant ce qu'on peut bien dire de lui, c'est-à-dire qu'il avait ce regard du grand visionnaire, ce regard du grand bâtisseur qu'il était, même si on a beaucoup de choses à lui reprocher, évidemment, du point de vue des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du fils, parce que Faure Gnassingbé, lui, du point de vue des libertés, il n'a pas tellement de choses à se reprocher. Il y a évidemment le drame de l'arrivée au pouvoir, mais depuis la situation c'est plutôt bonne, la vie politique est pacifiée, la vie démocratique est pacifiée, la relation avec les partis politiques est plutôt correcte, ils sont même rentrés au gouvernement à un moment donné, voilà. Il n'est pas vraiment en demi-teinte, votre bilan. Non, mais c'est pas. Non, si, c'est-à-dire qu'il manque les grands travaux qui caractérisent le continent africain et dont beaucoup de pays ont besoin. Ça manque incontestablement. Alors, Samuel, comme on l'a vu dans le sujet, hein, et c'est un peu ce qui a caractérisé l'actualité au Togo ces derniers mois, c'est le mécontentement des travailleurs. Oui, le mécontentement populaire il tend à être généralisé sur l'ensemble du pays. Moi, je serais beaucoup moins optimiste ou clément à l'adresse de Faure Gnassingbé. Je partage pleinement les avis qui ont été donnés sur la jeunesse. Il me parle par sa jeunesse et je pense qu'il a géré le pouvoir comme il a pu et il est en train de le gérer comme il peut. Il a entamé des réformes sur le plan économique. Je ne vais pas revenir là-dessus, sur les succès économiques que Gemal a pu énumérer. Simplement, le regret que je formule et qui me semble le plus amer, c'est celui de l'évolution en termes de l'ouverture politique que je partage tout le temps sur ce plateau. Je pense que le Togo a connu un net regret en ce qui concerne le processus de démocratisation. En 92, le général Eyadema a quand même modifié la Constitution en permettant au président d'accéder au pouvoir par un mandat présidentiel renouvelable une fois. Simplement, en 2002, il modifie cette Constitution.
en la modifiant en 2002, c'était pour permettre à ce dernier de se représenter à l'élection présidentielle. Il a donc levé le verrou de la limitation des mandats. Le président Faure Gnassingbé, jeune qu'il soit, dynamique qu'il soit, il n'y a pas de reproche à faire là-dessus. Il reste perfectible comme tout le monde. Maintenant, sur le plan de l'évolution politique, je pense qu'il aurait dû, en tant que jeune et qui peut lire sur les exigences de la modernité et la projection sur l'avenir politique, non seulement de son pays, mais aussi du continent, pour revoir tous ces dispositifs constitutionnels qui ont été modifiés, qui ont ramené à plus d'une décennie en arrière le processus de démocratisation de cette République jeune. Sur ce plan, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que là, il devrait peut-être tirer des leçons sur ce qu'il n'a pas pu faire sur le plan politique et de continuer son travail sur le plan économique. Sur le plan économique également, il faut quand même souligner que les disparités restent criantes. Il y a eu une reprise économique quand il prend le pouvoir, il a su stabiliser le pays. Il y a eu un effet de rattrapage économique du fait qu'il a assuré les bailleurs, les créanciers internationaux. Mais par la suite, il y a que cette embellie économique est rentrée dans une situation dramatique parce que le taux de chômage n'a cessé d'augmenter depuis 2012. Et donc, s'il n'arrive pas à assainir la scène politique et qu'il montre des perspectives rassurantes sur le plan économique, je pense que le Togo va plutôt dans une situation d'implosion si des mesures rigoureuses ne sont pas prises. Et je pense que tous les leaders politiques du continent doivent tirer les conséquences de la gestion de leur pouvoir et la nécessité d'ouvrir le jeu politique pour permettre non seulement une alternance, mais de permettre aux populations d'exprimer et de faire leur choix. Car quand ceux-ci adhèrent au choix de leurs dirigeants, ils peuvent supporter les dégâts qui peuvent s'en suivre et sanctionner ce dernier s'il n'a pas respecté ses engagements. Et là, on voit très bien qu'il a fourni des efforts qui sont incontestables, qui sont méritoires. Mais au bout du compte, on voit que la situation peut exploser à un moment donné. Gémal, vous vouliez intervenir? Oui, rapidement. Il n'y a pas un pays du continent où la situation ne peut ne pas exploser. Et donc, évidemment, nous sommes toujours perfectibles, et Samia a raison, et nous sommes toujours capables d'améliorer une situation. Les réformes et donc l'alternance ne se décrètent pas. Et donc, il ne suffit pas de dire nous allons décider par les institutions qu'il y ait une alternance pour qu'il y ait l'alternance. Elle s'arrache. Et donc, il faut que le jeu démocratique soit ouvert, et Samuel a raison. Je n'ai pas l'impression que le Togo soit le pays aujourd'hui le plus fermé politiquement parlant. Je n'ai pas l'impression que le débat politique soit le plus explosif sur le continent africain. Bien entendu que c'est même le contraire. Ceci étant dit, il y a toujours matière à améliorer les institutions. Il y a toujours matière à mieux faire et je pense que le président Faure Gnassingbé ferait mieux, bien entendu, de le faire encore une fois. Enfin, on ne peut pas considérer que sa situation est catastrophique, ça n'est pas vrai. Elle est évidemment perfectible et j'ai commencé par dire qu'il lui manque cette dimension de visionnaire qui est capable de transcender le quotidien. Je pense qu'il est beaucoup empêtré dans le quotidien, mais à sa décharge et à son corps défendant, il faut le lui reconnaître. Il est venu dans une situation qui ne lui était pas acquise, qui était explosive, et au bout de 10 ans après, il l'a plutôt amélioré. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une situation politique extrêmement grave, nous ne sommes pas dans une crise économique majeure. Il y a des problèmes politiques et il y a des problèmes économiques. Encore une fois, je ne suis pas là pour les minimiser, je suis là pour les nuancer, c'est tout. Ce sera le mot de la fin pour cette deuxième partie, puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.